Bon, moi, j'y arrive pas. Donc, l'enregistrement est lancé. Je vais introduire un petit peu et ensuite, je vais laisser la parole à Thierry. Déjà, je voulais vous souhaiter bonjour à tous. Merci pour votre participation. Du coup, comme je pense que vous le savez tous, depuis le début du confinement, on a organisé les apéros at home le mercredi soir sur des thématiques différentes. Le mois dernier, on a eu Amaury Flotta qui nous a parlé aussi un petit peu d'INCREA. Et ce soir, on accueille Thierry Ocre, du coup, directeur des campus, qui va nous parler du coup du passage au présentiel au digital et puis de comment diriger. Je t'entends plus, Manon. Ah, vous m'entendez là? Maintenant, c'est bon. Ok. Et du coup, qui va nous expliquer comment diriger un campus à 3 diplômes. Donc Thierry, je te laisse la parole. Et justement, ce n'est pas le sujet que j'avais préparé. Ah. Je suis désolé. J'ai préparé toute autre chose. Manon, est-ce que tu peux mettre les slides que j'ai envoyés? Oui. 4, peu importe. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on montre bien que c'est un concept totalement ad hoc. Hein, c'est-à-dire que voilà, tout est impromptu, c'est ça. Ça va venir. C'est parce que je t'ai passé en animateur et du coup, je ne peux plus partager mon écran. Ouais, il faut que la personne qui fasse les slides soit l'animateur. Est-ce que tu peux me repasser en animateur, s'il te plaît? Sur les participants, du coup, le plus, et c'est renommer animateur. Alors, Manon, plus je te nomme animateur. Oui, voilà. Merci. Et du coup, partager l'écran. Hop. Vous voyez mon écran? On pourra couper au montage le... On a perdu Manon. Ah. Je vais passer en partage. Super. C'est bon? J'espère que vous voyez bien l'écran. Okay. Parfait. Bon. Le sujet, on m'a demandé, puisque c'était le thème, Christophe, je t'ai vu poser comment on passe de 48 heures au 100% digitalisé. On va y revenir, mais moi, je voudrais bien commencer par d'abord l'histoire la plus triste qu'on ait vécue, parce qu'elle touche HEI au premier chef, et c'est pour ça que j'ai mis 3 points de suspension pour ne pas la nommer. Mais finalement, durant cette période, on a eu une situation assez complexe avec une étudiante d'HEI, de 3e année, qui a perdu son grand-père. D'abord dans la première partie de l'épisode Covid, puisqu'elle habite dans l'Oise, et son grand-père a fait partie des premières personnes décédées durant l'épisode Covid, et il y a environ un mois, après le décès de son grand-père, c'est le décès de son père qui est survenu. Voilà. Donc, je voulais commencer par ça, parce que finalement, c'est la chose la plus difficile qu'on a eu à traiter vis-à-vis de la famille. Et comme quoi, finalement, ce n'est pas un sujet qui est lointain et qui touche les autres et qui peut aussi toucher notre communauté. Donc, je voulais commencer par ça pour qu'on puisse avoir en préambule, en tout cas, une pensée particulière pour cette étudiante. Voilà. Christophe, je crois que tu as peut-être ses coordonnées. Enfin, je pense qu'il faudra qu'on soit attentif dans les prochains mois à elle, parce que là, elle a vécu un drame assez terrible. Pardon. Oui. Pardon, je viens d'éternuer. Pardon. Attention, c'est peut-être le Covid qui arrive, hein. ou le rhume des foins. Il s'est passé assez rapidement, on est rentré dans un dispositif assez classique finalement de cellules de crise. À la sortie des vacances de février, puisque vous savez que très vite, à la sortie des vacances de février, il y a eu les premiers cas et les premières histoires de clusters dans l'Oise, notamment. Et comme on l'a vu, les étudiants qui étaient repartis pour les vacances de février, finalement, 7-8 jours après le retour des vacances, on est rentré dans une cellule de crise assez classique, avec tous les collaborateurs clés du dispositif campus, environ une quinzaine de personnes. Établissement par établissement, donc école par école, pour essayer d'identifier finalement les étudiants en provenance de ces clusters. Souvenez-vous, hein, d'abord c'était les clusters de l'Oise, puis on en a eu en Savoie, puis ensuite en
Bagne, à côté d'Auray. Et donc, finalement, on a essayé de tracer et de mettre à l'isolement assez vite ces étudiants, parfois avec beaucoup d'explications avec les parents ne comprenant pas pourquoi on forçait les étudiants à rester chez eux, sachant qu'ils avaient passé quelque temps éventuellement dans l'Oise ou en tout cas dans ces zones de cluster. On a une résilience finalement assez naturelle qui s'est mise en place, une mobilisation rapide des équipes. On a eu aussi une très grosse réunion. Alors, finalement, on a fabriqué un cluster nous-mêmes, puisqu'on a mis 300 collaborateurs dans un amphithéâtre. Mais finalement, on voulait éviter ce fameux cas de l'incendie Malgauche. Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, ce fameux gros incendie qui a eu lieu en 1949 dans le Montana et qui est toujours finalement utilisé dans les histoires de dispositifs de résilience, de crise. Je vous rappelle simplement l'histoire, si vous ne la connaissez pas, mais il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La part du feu, qui reprend cette histoire. C'est une quinzaine de pompiers, ils partent à un incendie, mais un incendie vraiment extrêmement conséquent. Et arrivés sur place, ils sont pris par l'incendie. Le patron de l'équipe, puisqu'ils étaient une quinzaine, ils étaient 15 exactement, leur donne un certain nombre de consignes. Ces consignes ne sont pas appliquées et finalement, il y a 14 personnes qui meurent, 13 personnes qui meurent, donc le patron de l'équipe et puis un autre pris dans le feu. Et on donne souvent cet exemple de résilience, c'est-à-dire finalement le patron avait donné les bonnes consignes, sauf qu'en termes de résilience et de sens et de cadre, le sens n'avait pas été donné. Et finalement, les équipes, n'ayant pas été briefées de l'importance de l'incendie, ont trouvé que les consignes données n'étaient pas adaptées. Et donc, ils avaient une interprétation de la situation qu'ils vivaient. C'est toujours l'exemple hein, dans les avions, hein, quand le commandant vous dit attachez votre ceinture, etc. Et puis vous voyez le ciel à peu près dégagé, vous n'êtes pas trop inquiet. Le commandant dit rien et vous rentrez dans une tempête ou dans un orage et ça turbule, vous êtes inquiet. L'appréciation finalement de la représentation et l'effondrement du sens et de la représentation peut donner l'effondrement du cadre. Et donc très vite, on a pris au sérieux cette crise et finalement, moi, ça me faisait, je ne vais pas dire sourire, mais en tout cas, j'ai l'occasion à chaque rentrée de faire un discours devant toutes les promotions, donc toutes les années de toutes les écoles. Et cette année, c'était sur les disruptions, l'ingénieur face aux disruptions. Et finalement, on était pile poil dans le mille. C'était mon discours du mois de septembre où je leur parlais de qu'est-ce que c'était finalement une disruption. On allait vivre des vagues de disruption et qu'il y avait une disruption, elle se mesurait par un effet d'amplitude, de soudaineté, etc., etc. Et j'avais mis aussi, alors je ne l'ai pas là aujourd'hui avec moi, mais 2 photos d'un livre de John Brunner où à la fin, vous voyez les gens avec un masque sur le deuxième tome, avec des masques, etc. etc. Finalement, c'est plus dit, si vous connaissez l'avenir, vous n'avez qu'à lire ces livres. Finalement, je ne pensais pas avoir en partie raison. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous rassure. Et donc, certains étudiants me l'ont rappelé lors d'une visio pas plus tard qu'hier. Donc, finalement, une résilience qui s'est mise très vite, très au sérieux. On a donné le cadre. Et finalement, ce qui était impossible est devenu possible. On va y revenir. Des cas, puisqu'on parle d'humains aussi, hein, on n'a pas eu de cas graves, en tout cas dans les étudiants, hormis ce que je vous ai cité, quelques rhumes, quelques bronchites, mais pas de cas dramatiques. Et on a eu un cas assez complexe et compliqué avec un collaborateur qui est allé à plusieurs reprises en réanimation et qui finalement est sorti indemne, tout va bien et pour le mieux. Voilà un peu pour les paramètres. Ce qui était impossible le devient. On avait, il faut le dire d'ailleurs, un frein un peu général à la digitalisation des enseignements, en se disant que finalement un professeur, quand il n'écrase pas de la craie en quantité suffisante sur un tableau, ben finalement le savoir est peu dispatché. Et donc finalement, à partir de cette réunion de crise, on a passé un certain nombre de consignes, on a réuni tout le monde, où vraiment on a donné le cap et la gravité de la situation, en se projetant assez vite, en disant bah, probablement on n'aura pas d'étudiants à la rentrée de septembre. Et donc on se doit finalement, notre devoir, c'est de produire en masse les cours et de se transposer. Et donc je vous ai préparé 3 slides assez rapides. Un premier slide sur les volumes, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Puis on a passé, voilà, on va passer sur les ordres de grandeur.
nombre d'heures. Voilà. Et donc, vous avez les chiffres, alors, ils sont plus ou moins actualisés. Ils sont actualisés pour HEI depuis le début de la semaine. On a assuré à peu près 4883 heures de cours, un plus de 10 000 heures de cours d'ailleurs largement dépassé à date, de cours en distanciel, hors TP et hors TD, puisque vous doutez bien que toute la partie travaux pratiques et travaux dirigés est un peu plus compliquée à effectuer, bien évidemment, à travers la digitalisation. Et donc, vous voyez, on a un taux de couverture de 94,30% sur HEI, prépa inclus, et environ 73% sur HEI Campus Centre, notamment, enfin, vous avez le petit astérix qui vous dit que les apprentis sont en entreprise, donc il y a aussi ce paramètre-là. Pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à d'autres établissements, dans le secondaire, alors apparemment le ministère ne veut pas trop sortir les chiffres, mais dans le secondaire, on serait un peu en dessous de 50% de taux de distribution. Et à l'université, on ne serait pas plus haut que ce taux-là. Ça veut dire qu'en étant à 94%, on est quand même relativement performant. À noter plusieurs éléments. La distribution s'est faite à travers une myriade d'outils. Ça veut dire qu'on n'a pas structuré, on aurait pu, puisqu'on avait quelques standards sur étagère en termes d'outillage pour assurer ces cours. Et moi, j'ai voulu très vite ne pas nous contraindre et laisser finalement les uns et les autres choisir un peu leur modalité de distribution. Et c'est ce qui s'est fait, puisqu'on a quasiment 8 outils aujourd'hui d'utiliser en parallèle. Ce qui demandera à un moment donné, à partir du mois de septembre, parce que je vais y revenir, à partir du mois de septembre, une histoire de convergence, puisqu'on va converger vers 2 outils référencés, entre guillemets. En tout cas, dans cette phase-là, on ne voulait pas mettre de contraintes de type industrialisation ou typage fort. On voulait laisser aussi l'initiative aux uns et aux autres. De tester aussi la robustesse, de voir aussi les uns et les autres avec leur sensibilité. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le temps de former. Finalement, on n'avait pas le temps d'avoir des sessions de formation longues, etc., pour ces modalités pédagogiques. Donc, on devait jouer un peu l'improvisation, si je peux me permettre l'expression. Voilà. D'ores et déjà, on prend un rendez-vous pour l'année prochaine, puis l'engagement, alors on pourra parler de la rentrée si vous voulez, en tout cas le peu d'éléments qu'on a, l'engagement que l'on va essayer de prendre sur l'année, c'est d'arriver à 10% de cours digitalisés ou en distanciel sur l'année 2020-2021, c'est-à-dire en faisant rentrer finalement massivement dans la pédagogie cet outil. Voilà. C'est aussi pour nous un moyen de faciliter au quotidien, de gestion de salles, de choses comme ça. On a besoin de professionnaliser. C'est pas parce que les cours ont lieu qu'ils se sont bien passés. Et donc, pour mesurer ça, on a aussi fait des sondages. 2 sondages qui sont répétés une deuxième fois en ce moment. Donc, vous les avez. Un premier sondage étudiant et un premier sondage de perception des enseignants, des professeurs. On peut peut-être le passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interroger sur le sujet. Manon, tu peux passer au slide suivant. Voilà. Et donc là, on a la perception sur un échantillon de 1202 étudiants. Je vous rappelle, INCREA, c'est 4864 étudiants à date. Je n'ai pas parlé du Maroc aussi, puisque le Maroc est toujours en confinement. Alors, c'est déconfiné depuis lundi, en réalité, pour les collaborateurs, mais les étudiants, eux aussi, sont confinés. Donc, un peu en décalage, puisqu'ils ont démarré un peu plus tard. Mais à l'heure actuelle, ils sont toujours en confinement. Tu peux remonter, Manon? On est allé trop loin. Ouais, j'ai eu des bugs. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai eu des bugs, mais c'est bon, c'est revenu. Encore, là, on est sur les autres. Voilà, hop, on est bon. Donc, vous avez cette partie sondage. Donc, une deuxième salle du sondage est en cours. Et donc, je pourrais vous l'envoyer dans les prochains jours, un peu le résultat. Et donc, on a une note sur 4 qui est à 2,87. Et finalement, avec quelques questions. Alors, les outils les plus souvent cités, je vous les ai mis. Du Zoom, Team, GoToWebinar, sachant que It's Learning a été vraiment le gros paquet utilisé. Discord, ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil utilisé de chat par les gamers, notamment sur PlayStation, Xbox.
Et on a vu d'ailleurs des étudiants former les professeurs à les outils utilisés par les gamers. Donc c'était aussi un peu quelque chose d'inversé, et ce qui était intéressant en tout cas dans les premières journées, dans les premières semaines. Donc finalement, présentiel ou distanciel, hein, vous voyez, 86% des étudiants préfèrent l'enseignement présentiel. Voilà. Alors, un des paramètres assez intéressants dès le début, on a très vite compris, hein, c'est le taux d'absentéisme qui était quasiment nul. Et donc, on s'est tous posé la question, mais comment ça se fait que quand ils sont en physique, les étudiants, on a un taux d'absentéisme, et quand on est comme ça, il y a un taux de présentiel extrêmement important. Et tout simplement parce qu'ils étaient nombreux à être rentrés chez leurs parents et que les papas-mamans étaient bien évidemment à côté pour que le planning soit exécuté. Et il faut se dire une chose aussi, on a depuis le début du confinement énormément de demandes d'étudiants, donc ça relève de nous, bien évidemment, qui veulent rentrer dans leur appartement à Lille, et je sais pourquoi. C'est pour avoir un peu plus de latitude éventuellement. Voilà. La quantité de travail, hein, 71% estiment que la quantité de travail est correcte, ça c'est plutôt satisfaisant. Le rythme de travail, donc estime que le rythme de travail convient parfaitement. Donc on est aussi dans les standards, même si c'est assez intense, hein, puisqu'on l'a tous vécu aussi dans cette période de confinement, où on le vit encore d'ailleurs, où on sent que voilà, c'est difficile de faire la part des choses entre la partie personnelle, professionnelle, on a une certaine continuité de tout dans tout, et qui est difficile à gérer et à manager. L'utilisation des replays, donc vous voyez, finalement on utilise peu les replays, ou pas les replays, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire en enregistrement, finalement voilà, dans l'ensemble, c'est peu utilisé. Donc, c'est le fait du taux de faible taux d'absentéisme fait aussi qu'on n'a pas besoin de replay, de choses comme ça, finalement. Les échanges avec les enseignants, donc 59% préfèrent échanger à l'oral. Et puis, enfin, présentation des consignes. Les consignes sont présentes dans 40% des cas. Donc là, on a dû effectivement corriger un certain nombre de choses sur les consignes. Donc, vous voyez un panel à peu près de 20% de nos étudiants, un peu plus de 20%, donc plutôt représentatif. Excuse-moi, Thierry. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par les consignes? Les consignes de travail sur une tâche? Oui, enfin, c'est les consignes, les modalités de connexion au début, etc. D'accord. Ok. Une phase de réglage, où voilà, c'était aussi le fait de passer d'un outil à un autre, c'est-à-dire un professeur unité. On a eu beaucoup d'agilité, mais en même temps, l'agilité qu'on a donnée aux profs, on a donné de la complexité, on a envoyé de la complexité pour les étudiants. Mais c'était un choix finalement que j'assume, hein, mais qu'on devait faire parce que sinon on aurait été trop contraint. Enfin, il y avait trop c'était pas la bonne période pour imposer en tout cas tel ou tel outil. Donc, vous voyez, un certain nombre de choses, un point un peu ouvert, hein, ce qui revient, avoir accès au replay. Donc, vous voyez, ils disent qu'ils n'utilisent pas, mais en même temps, on a des demandes d'accès au replay. Donc, utiliser une plateforme unique. Donc, eux, ils sont demandeurs, bien évidemment, d'une plateforme unique. Une interaction dans les cours distanciels, appuyer les cours sur les illustrations, des exemples. Voilà. Donc, on voit bien qu'au-delà de la distribution pure, il y a aussi une transformation de la modalité pédagogique, en tout cas une transformation, une mise en scène particulière. La mise en scène, quand on est dans une salle de classe avec un tableau, n'est pas du tout la même mise en scène de ce que l'on est en train de faire, par exemple, là à l'écran, avec du PowerPoint ou avec des choses assez statiques, finalement. Donc je vous laisse parcourir, hein. Alors, vous voyez, prévoir une pause entre deux cours, puisque là aussi, on démarre les outils, voilà, je sais pas moi, à 10h, première réunion, enfin premier cours, jusqu'à 11h30, un exemple, 11h30, deuxième cours, enfin ce qu'on a vécu nous, dans nos réunions, où entre chaque réunion, on avait à peine le temps d'aller chercher un café ou d'aller jusqu'à la machine à café. Voilà. Et finalement, ces temps de battement, ils ressentaient aussi le besoin, ils le ressentent toujours d'ailleurs, hein, d'avoir des temps de battement. Voilà. Mieux répartir la semaine de travail, planifier à l'avance les cours de la semaine. Là aussi, on a dû faire un certain nombre d'ajustements. Donc, eux, ils ont vu finalement un planning assez chahuté, assez chamboulé, mais on avait besoin aussi, en fonction des professeurs, en fonction des intervenants extérieurs, des vacataires, aussi de nous adapter sur les cours et d'ajuster les plannings qui sont plutôt stables en général et qui sont devenus un peu plus instables dans cette période. Une question, Thierry, là. Est-ce que tu as pu partager avec des confrères, d'autres écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce,
donc ont vécu j'imagine, le même confinement. Est-ce que la scorecard que tu présentes, est-ce qu'elle est conforme comment dirais, aux écoles à peu près analogues, ou est-ce qu'on est plutôt bien ou plutôt moins bien? Est-ce que tu sais ce que tu as fait ça? Je n'ai pas d'idée pour l'instant. On n'a pas eu le temps. On commence déjà à partager sur la rentrée et l'organisation future, Ouais. mais on n'a pas fait de REX encore par rapport à ce qui s'est passé. Donc 2,83 au regard du volume. Donc le volume est correct, je n'ai pas des doutes. Sur la perception, je ne sais pas si on est bien positionné ou pas. Ouais. Je n'en sais rien. Ouais. On fera l'exercice de toute façon du retour d'expérience. On sera obligé d'aller beaucoup plus en profondeur que juste un chart là, hein, mais c'est quelque chose où on fera qu'on se confronte en tout cas sur les écoles du concours puissance alpha, sur ces écoles, d'avoir éventuellement un retour de sondage. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont fait des sondages d'ailleurs de perception des enseignements. Et ce chart-là va être mis à jour puisqu'on a une deuxième version qui est en cours. Donc, ça sera actualisé, pondéré à la hausse ou à la baisse. Hein. On verra un peu s'il y a des éléments. Je suppose qu'il y aura de l'usure. Je m'attends de toute façon à un score à la baisse sur la deuxième vague, puisque la lassitude aussi de ces cours font que la perception, naturellement, elle risque de se dégrader. Ok. Ouais. On passe au chart suivant. Et là, donc, on va se positionner côté des enseignants. Super, maintenant, voilà. Sur les enseignants, donc là, je vous laisse découvrir la note, qui est à peu près similaire, hein, vous voyez, 0,10 près, entre la perception enseignant et la perception professeur. Sur un échantillon correct, hein, puisqu'on est à peu près à une trentaine de pourcents, là, pour le coup, d'enseignants INCREA. On a élargi aussi aux vacataires sur la deuxième vague, hein, pour avoir aussi la perception des vacataires qu'on n'avait pas pris en compte dans le premier outil. Donc, vous voyez là aussi, hein, Teams, Maygo, Wikimedia, It's Learning, Global, pour les outils. Pareil, hein, vous voyez bien, 96% des enseignants préfèrent enseigner en présentiel, 86% côté étudiant, et évidemment, pas de très grande surprise. Continuer les enseignements à distance, et là où on a un chiffre intéressant, 53 répondent pourquoi pas, et 24 répondent oui, mais je compte garder du présentiel. Donc, vous voyez qu'on a finalement dans ce basculement Covid, 75% quasiment de collègues prêts à soit y aller franco, soit en tout cas basculer progressivement là-dessus. Je pense que si on avait demandé la même chose il y a 6 mois, ça aurait été le score inverse pour le coup. Hein. Donc on aurait peut-être été qu'à 25% de oui ou pourquoi pas. Donc finalement, on va profiter de ce basculement qui est en cours pour commencer à poser les briques. La question qui a été posée juste avant, hein, par rapport notamment aux écoles de commerce, les écoles de commerce, pour le coup, elles sont beaucoup plus en avance que nous sur la digitalisation. Enfin, moi, je l'ai perçu, puisqu'on a eu quelques réunions de crise au début avec l'IESEG et les DEC. On sentait qu'il y avait, déjà naturellement, ils ont un fonds de commerce digitalisé beaucoup plus conséquent, et ils étaient beaucoup plus à l'aise, et aussi avec des étudiants déjà dans l'habitus de recevoir toute une partie de cours ou modules sous format digitalisé. Voilà. Sur les outils d'investissement, donc estime que 84% des enseignants estiment que l'enseignement à distance prend plus de temps. Ce qui n'est pas non plus étonnant dans la perception, avec beaucoup d'appréhension pour certains. Hein, je peux vous dire qu'on a été assez vigilants là-dessus. Les échanges avec les étudiants, bien sûr, ils préfèrent les échanges à l'oral. On est à 59% avec les étudiants. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir un écart un peu conséquent. Sur la disponibilité, 58 estime que ça donne plus de disponibilité, 39 autant de dispo, mais une organisation finalement différente. Voilà. Sur la participation, questions-réponses en cours, 71 estime que les étudiants participent moins à distance. Et là aussi, c'est une perception, et on va le revoir tout de suite. Pourquoi? Parce que le vrai sujet qui s'est posé, c'est les évaluations. Et le sujet se pose à aujourd'hui, puisque difficile, quand on n'a pas les étudiants dans une salle de DS,
de vérifier que finalement, ce n'est pas la communauté complète qui répond à l'examen et pas, évidemment, on ne cible pas les mêmes choses. Et ce qu'on a l'habitude de demander finalement en termes d'évaluation, ben, c'est biaisé, ce n'est pas tout à fait pareil. Et finalement, de demander des choses assez simples sous format de QCM qui peut passer dans un DS classique devient un outil, un travail collaboratif avec toute une partie d'une classe là-dessus. Et donc, avec des modalités dépôt sur plateforme, donc voilà, vigilance, hein, des connaissances et des compétences. Voilà, c'est le vrai sujet, c'est l'évaluation pour la suite et l'implémentation de tout cela pour la suite. Sur l'accompagnement, choix des outils, 73% sont satisfaits. C'est normal puisqu'on a laissé un éventail relativement large sur les outils. Donc, c'est ce qu'on cherchait finalement, hein, avoir un taux d'adhésion sur cette période de crise. Prise en main de l'outil satisfait, adaptation de pédagogie satisfait, gestion des tâches administratives 66% plutôt satisfait. Donc, on a plutôt un score à peu près correct. L'adaptation de la pédagogie est compliquée. Donc, les équipes de Vincent ont fait un travail d'accompagnement. Les outils, sur tous ces outils, sur la pédagogie, il y a eu pas mal de sessions de formation et d'accompagnement. La DSI aussi, la partie informatique, puisqu'il y a eu aussi pas mal d'accompagnement sur des modalités, les levées de doigts, etc., etc. On a équipé aussi, je ne sais plus combien de tablettes. Vous savez, faire un PowerPoint, c'est bien, faire un exercice, mais à un moment donné, quand on a, je ne sais pas, moi, somme de I égale 1 à n à l'infini de 1 sur machin, eh ben, au bout d'un moment, quand on veut l'expliquer, ben, c'est bien aussi d'avoir une tablette. Et donc, on a tout au début un certain nombre de benchmarks de tablettes qui permettent finalement au professeur, sur une tablette de type, comme on a eu quand on était petit, vous savez, quand on écrivait puis on effaçait, finalement avoir une tablette de la sorte électronique qui permet finalement de poser des équations et d'avoir une sorte de tableau blanc là-dessus. Donc on a commandé beaucoup, des casques aussi, puisque au début c'était pas prévu. On est tous partis très vite en confinement. Voilà, donc il y a eu un certain nombre d'adaptations par rapport à la production. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes. On n'a pas fait de miracle, on a fait ce que l'on a pu. Je peux me permettre une question, c'est Lucie. Oui. Sur la slide précédente. Oui. On va laisser Manon oui. opérer. Oui, c'était celle sur les enseignants ou les étudiants? Oui, enquête enseignant. Je voulais savoir en fait si les personnels administratifs avaient été également consultés pour cette enquête, pour les relations à distance. Or, bien sûr, je parle par exemple pour les référents qui peuvent être des personnels administratifs mais qui n'enseignent pas. Non, on n'a pas mené l'enquête, hein, on s'est concentré sur les deux enquêtes, sur la partie enseignant et la partie professeur. On n'a pas fait le pendant administratif, on pourrait le faire d'ailleurs, sur la partie administrative, puisque sur toute la communauté Increa, on n'a eu que 21 personnes, 21 collaborateurs en chômage partiel. Ça veut dire surtout pour les accueils, les laboratoires, hein, les laborantins, etc., qui de fait ne pouvaient pas accéder aux équipements. Ça veut dire que quasiment la totalité de la communauté administrative a travaillé. Et je pense que là, de manière plus globale, hein, que ce soit sur les RH, que ce soit sur la compta, finance, etc., je pense qu'on devrait peut-être effectivement lancer une enquête plus générale, plus large. Ok, merci. C'est une bonne idée. Je la prends. J'ai une autre question. J'ai certains en fait de mes étudiants, et j'étais très étonnée parce que je ne l'ai pas su à l'interne, mais bravo, enfin, c'est pas une question. Enfin, il semblerait en fait que des ordinateurs aient été mis à la disposition d'étudiants. Oui, alors je n'ai pas parlé de tous les moyens techniques. Hein. On a formaté certains, donné du matériel, on a prêté du matériel. On a aidé aussi pour les accès Internet, hein, c'est arrivé aussi chez les professeurs, aussi, parce que finalement, on n'est pas tous égaux, hein, cette fracture numérique. Alors, c'est pas forcément de la faute, hein, mais le débit
par exemple, par endroit, ne permettaient pas d'assurer des cours de manière satisfaisante. Donc, on a pallié aussi à toute l'intendance technique des envois de clés, des clés 4G, etc. etc. On a eu toute cette partie-là. On a aussi une partie, et je ne l'ai pas évoqué, j'aurais dû, une partie d'accompagnement financière. Puisque sur la fin du confinement, c'est-à-dire les 15 derniers jours du confinement et encore aujourd'hui d'ailleurs, on commence à avoir des situations compliquées, complexes, d'étudiants qui financièrement ne s'en sortaient pas. On a été surpris d'ailleurs, puisqu'il y a une distribution de l'AU, une distribution alimentaire qui a eu lieu, je crois, 15 jours ou 3 semaines avant le déconfinement. Et finalement, il y a eu quasiment, je crois, c'est 20, 30 ou 40 étudiants d'INCREA qui se sont présentés à cette distribution alimentaire. Donc, on a là un vrai sujet. Donc, on a mis en place une commission qui se réunit toutes les semaines, qui nous a permis, on a eu, de la part du ministère, je reviendrai aussi sur toutes les consignes ministérielles, qui ne sont pas évidentes d'ailleurs à suivre, mais on a eu l'autorisation, vous savez qu'il y a une contribution vie étudiante, la CVEC, en début d'année, et on a eu l'autorisation d'utiliser la CVEC à des fins d'ouverture sociale, d'aide, d'urgence, et donc sous format d'enveloppe de 400, 600 euros, on passe finalement en alimentation des demandes. Donc, toutes les semaines, on a 10, 15, 20 dossiers et chaque semaine, on traite des dossiers là-dessus. Donc, je crois qu'en sortie de confinement, on a alors c'est souvent des périodes, je tiens à le dire aussi, c'est souvent des périodes, des personnes qui étaient déjà, des étudiants qui étaient déjà quelque peu en difficulté avant l'épisode Covid et l'épisode Covid n'a pas arrangé les choses. Il y a beaucoup qui faisaient des petits jobs à côté et ils n'ont pas pu faire de job et des choses comme ça. Je vous passe aussi tous les départs à l'étranger de certains prévus, d'étudiants qui étaient à l'étranger qu'on a dû rapatrier aussi en début de période Covid. On en avait en Chine, on en avait en Corée, on en avait au Japon, on en avait aux États-Unis, on en avait en Angleterre. Enfin bon, je vous passe tous les détails du début de l'épisode. Alors, une chose aussi en termes d'information, donc d'information pour la rentrée et de directives. On a eu beaucoup de mal à avoir des directives, mais je crois que pour tout le monde, en tout cas tous les gens qui étaient sur la brèche à ce moment-là, de ce qu'on pouvait faire, pas faire, sur la validation des années, sur la souplesse que l'on avait pour valider des choses ou pas, des modules, le retour des étudiants ou pas. Enfin, vous voyez, on a attendu longtemps et là, aujourd'hui, on ne connaît toujours pas de manière claire les modalités pour la rentrée. Vous savez que c'est une période où on prépare les plannings. En général, d'ailleurs, ils sont déjà finis fin mai, début juin, puisque ça se prépare en avril et en mai. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'expectatives pour préparer la rentrée de septembre. Donc, on va faire des choix, fin de semaine, début de semaine prochaine. On va faire des choix de modalités, c'est-à-dire pas de TP-TD peut-être sur le premier semestre, l'arrivée des étudiants internationaux sur le deuxième semestre, une partie de cours en distanciel pour tous les ce qui est amphi, pour tous les petits groupes peut-être en physique. Voilà, donc vous voyez, on a un certain nombre de modalités là-dessus. Besoin d'expliquer, je vais y revenir, et puis on commence à voir, notamment aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais même en France aussi d'ailleurs, des étudiants qui ne veulent plus payer le prix fort finalement pour des années qui sont distribuées en distanciel, en disant finalement si la production n'est pas normale, il n'y a pas de raison qu'on paye le prix normal. Donc on a aussi ces sujets-là à traiter, bien évidemment. Et donc on se prépare à faire potentiellement, je souhaiterais moi faire un webinaire à destination des étudiants et des parents, pour expliquer un peu ce qu'on vient de se dire assez rapidement et puis aussi donner un peu de perspective sur la rentrée scolaire, les modalités de validation, sur un certain nombre de choses. Les questions sont multiples. Donc, on utilisera probablement le webinaire pour diffuser l'information. Des questions ? Ah, pardon. Ok, non, j'ai une petite question. Thierry, tu disais tout à l'heure que vous pensiez passer en 10% de distanciel à partir de l'année prochaine. Et je pense sincèrement que tu dis peut-être que vous avez fait du mieux que vous pouvez, mais je pense que vous avez vraiment très bien fait. Je pense que c'est déjà un très bel objectif. Mais je me demandais à moyen terme,
dans 3, 4 ans, 5 ans? Enfin, comment tu voyais ça et par rapport peut-être à ce qui se fait dans les autres écoles, mais en tout cas pour les campus INCREAO de France? Après, c'est pas tant la capacité qu'on a. Vous savez qu'il y a déjà des diplômes d'ingénieurs qui sont distribués 100% en distanciel. Alors, C'est pas forcément une bonne chose. Enfin, voilà. voilà. Mais donc, c'est possible. Aujourd'hui, il faut trouver le bon équilibre entre les contraintes de la CTI, puisqu'ils sont aussi vigilants sur le nombre d'heures de cours. Mais je pense qu'avec l'effet Covid, ça va faire sauter aussi un certain nombre de verrous, parce que nous, école d'ingénieurs, pour le coup, on était beaucoup plus contraints que les écoles de commerce. Ça, c'est le point numéro 1. Et donc, c'est de trouver finalement le juste équilibre. Et moi, j'aime souvent à dire qu'au-delà du savoir si c'est 10%, 20%, 30%, je pense réellement que c'est sur les 5 ans, le temps consacré à chacun des espaces. Moi, je dis souvent, on va vers une orientation des 3 tiers. C'est-à-dire un tiers de prise de connaissances pédagogiques, de cours, enfin ce qu'on a tous connu, un tiers d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, aux humanités, etc., et un tiers autour des projets de l'entreprise. Et donc finalement, on s'en va vers un découpage qui est comme ça, et dans ce découpage-là, il y aura de la digitalisation, aussi bien sur le premier tiers, que peut-être aussi sur le deuxième tiers d'ailleurs. Et donc, c'est pas tant de dire on doit monter à 30 ou 40%. Le vrai changement est dans le processus global, non plus avoir 5 ans comme on les avait cadencés. On s'oriente vers cette règle finalement des 3 tiers. Donc 10%, c'est un objectif ambitieux, il ne l'est pas en même temps. Faire 10% de ce qu'on est en train de faire, c'est facile. Faire 10% de cours sous forme de SPOC, de MOOC, de choses assez animées, mise en scène, ça c'est compliqué. Et je le dis souvent, je crois qu'on a le même défi que l'industrie du cinéma. Je m'explique, on a plutôt tendance, historiquement, à faire des grosses productions. Ça veut dire que on fait un film de 2h30 avec le décor, etc., etc. Alors qu'on doit passer à la mode Netflix, des séries courtes, 54 minutes, qu'on produit très très vite. Et donc, on a ce basculement finalement à faire en termes d'ingénierie pédagogique, de rentrer dans un monde Netflix de production. Et avoir un cours animé, et j'en suis un d'ailleurs en ce moment depuis plusieurs mois, dans une école française connue de commerce, l'animation est super bien faite pour le coup. C'est-à-dire que je n'ai pas un prof en face. En tout cas, je n'ai pas qu'un prof. J'ai aussi quelqu'un qui me donne envie d'aller voir la vidéo suivante, le cours à un souffle, à un rythme, et finalement, c'est ça. Et la grosse transformation qu'on a, c'est celle-là, c'est la règle des 3 tiers, et quel souffle on donne, et quelle envie on donne. Parce que si pour faire un cours comme je vous le fais, je suis sûr que si je continue encore 20 minutes, une demi-heure, les écrans s'éteignent, l'attention s'évapore. Voilà, parce que c'est relativement statique et fou. Voilà, Thierry met déjà des allumettes aux yeux. Voilà. Non, et merci. Et juste, enfin aussi pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est la manière qui va changer, c'est-à-dire que les quelques cours qui seront en distanciel, ce n'est pas délivrer un cours comme en présentiel à distance, mais c'est le délivrer d'une manière différente, comme ce que tu veux vivre pareil. Ouais. Sur un autre commentaire, Thierry, c'est que dans la vie professionnelle, je sais pas, il y a 15 ans, les réunions, ça se passait en face à face. Tout le monde se déplaçait dans un bureau, on prenait. Maintenant, dans la vie d'aujourd'hui, la plupart des rendez-vous faits avec des collègues, que ce soit trop proche ou très loin, ça se fait souvent par vidéoconférence. Donc, c'est bien que nos étudiants ils apprennent à participer à des réunions de ce type-là. Pour moi, c'est une bonne préparation, c'est un bon exercice pour eux. Là, pour le coup, ils ont été briefés, ils en ont pour… Ouais, mais c'est bien, super. Parce qu'ils devront défendre plus tard leur projet comme ça, en vidéoconférence. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est dur pour eux, il faut se mettre à leur place. Hein. Vous savez, on a tous été étudiants. C'est aussi tout ce qu'il y a autour, le décor autour, le fait de se voir le matin, le fait d'aller boire une bière ou un coup en sortant, de se connaître dans les couloirs, de s'envoyer des textos, des trucs. Enfin, voilà, il y a aussi, c'est ça aussi la vie étudiante finalement, et c'est irremplaçable. C'est les souvenirs que l'on a, c'est ce qui nous reste de fabuleux de cette époque. Et voilà, et le but, c'est de leur faire vivre, qu'ils puissent vivre ça, d'avoir cette chance de vivre ça,
et de vivre aussi d'autres modalités et de se retrouver aussi un peu différemment. C'est dur pour eux, hein. Enfin, je veux dire, j'en ai eu pas mal au téléphone, certains qui… donc on a été extrêmement vigilants vis-à-vis des collaborateurs, hein. Beaucoup de réunions, on a passé des coups de fil énormément pour prendre des nouvelles des uns et des autres quand on savait, on avait un bruit de fond comme quoi il y avait un petit coup de mou. Chez les étudiants aussi, hein, j'ai eu quelques étudiants, notamment ceux qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas rejoindre leurs parents. Il y en a pendant 1 mois et demi étaient coincés sans possibilité de rentrer, hein. Donc ça a été assez compliqué de donner un peu de souffle à tout ça, et on voyait que ça manquait. Et nous aussi, ça nous manque, ces moments de convivialité. Il suffit de regarder Christophe pour s'en rendre compte. Après, on passe à côté de… Je vais prendre le relais, du coup, il passe à côté aussi les étudiants du côté associatif et qui est quand même formateur pour eux. Donc, créer des événements, voilà. Donc ça, comment on peut faire en sorte qu'ils ne perdent pas cette partie de la formation? Alors là, ça va être compliqué, hein, puisque la rentrée de septembre, moi, je ne sais pas encore ce que l'on peut faire. C'est-à-dire, alors je dis toujours, hein, pour moi, le point de référence, hein, c'est le bar et la boîte de nuit. Si on est capable d'aller dans un bar ou dans une boîte de nuit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller dans un amphi. Donc pour moi, c'est l'indicateur. J'attends avec impatience, non pas d'aller en boîte de nuit, mais de savoir si les jeunes peuvent retourner, eux, en boîte de nuit ou dans les bars. Ça sera finalement un très bon indicateur de la distanciation sociale ou pas qui est acceptée. Mais on va devoir changer les modalités, hein. Vous savez que déjà, à l'heure où on se parle, on peut les féliciter puisque les patrons de BDE, BDS, les nouvelles promotions est sortie puisqu'ils ont été élus et ils ont fait toute leur campagne en format à distance, digitalisé. Voilà, Lucie a mis un pouce et ça a été génial. Je leur ai fait un petit mot tout à l'heure, hein, pour les féliciter. Alissa aussi, Alicem, ils sont en décalage au mois d'octobre. Et donc, ils ont dû aussi finalement avoir des animations différentes. Ça va bien s'adapter, ils maîtrisent, hein, c'est une génération aussi du digital. Voilà, maintenant, je pense qu'ils auraient aimé aussi fêter ça et être les uns à côté des autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? N'hésitez pas. Vas-y Marie. J'en ai deux. Merci déjà pour ce retour et cet exposé de ce qui s'est passé pour parrainer plusieurs étudiants. J'ai eu des échos de l'intérieur aussi et ils vivent les choses de façon différente en fonction de leur caractère et de leurs conditions aussi de travail chez les parents. Qu'en est-il de la partie stage? J'imagine qu'il y en a pas mal qui ont dû perdre des stages ou qui ont dû faire du télétravail en stage et aussi des parties stages à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu moyen d'accompagner d'une façon ou d'une autre certains de ces étudiants-là? Et puis, quid des validations? Parce que ça va être un petit peu compliqué, je suppose. Ça va changer un peu la donne. Donc, j'avais cette question-là et puis j'en profite tout de suite pour poser la deuxième. Maintenant que, alors c'est un peu une question d'ouverture. Je suis tombée dans un rapport sur la possibilité qu'offrent certaines écoles d'ingénieurs de former en continu et à disposition leurs alumni diplômés tout au long de leur carrière professionnelle. Je trouve l'idée extrêmement intéressante et je pense qu'elle a été bien sûr déjà mise en place par d'autres écoles et d'autres campus. J'imagine qu'INCREA a une force de frappe énorme là par rapport à tout ce qui est cours en virtuel et digitalisation des formations et notamment à disposition des diplômés. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ou qui a peut-être déjà été évoqué, d'autant plus avec le rassemblement des formations ISA, ISEN et HEI? C'est quelque chose qui m'a interpellée en tout cas. Bon, je réponds dans le désordre alors. Je commence par la non, je vais commencer par les étudiants. Sur la partie stage, bien évidemment, hein, et pas que la partie stage, la partie apprentissage aussi, hein, donc, où des apprentis ont eu les boîtes qui étaient fermées, hein, avec du télétravail, puis certains mis en chômage partiel aussi. On a eu ces cas-là. Donc, ensuite, sur les stages et les départs internationaux, des aménagements. C'est-à-dire qu'on a des consignes de la CTI, bien évidemment, et du ministère pour valider des années avec moins de stages. Et donc, ça sera une génération qui aura fait moins de stages. Mais à notre époque, il y avait aussi moins de stages que ce qu'ils y font aujourd'hui. Voilà.
il y a un certain nombre de modalités en fonction des années, en fonction des parcours, en fonction de… Voilà. Donc, je pourrais faire une matrice d'ailleurs, hein, puisque c'est quasiment matriciel, de ce qui est fait, adapté. Mais effectivement, il y a des déceptions. Hein. Certains avaient préparé un projet, etc. Ouais, forcément. Il y a des déceptions. Et, voilà, ça fait partie aussi de la séquence que l'on a vécue. Donc certains pourront reporter les prochaines, d'autres valider non plus 6 mois, mais sur 4 mois. Voilà, enfin, il y a tous les aménagements possibles et imaginables. Okay. C'est la première partie. Deuxième partie, exécutive. L'executive education, pour en avoir fait un petit peu dans la vie précédente, c'est assez différent de ce que l'on fait comme cours. Quoi qu'on dise, même la modalité pédagogique, le rapport à la classe et à l'apprenant est complètement différent. C'est un apprenant expérimenté souvent, en tout cas peut-être plus critique, plus chiant aussi, hein, il faut se dire aussi les choses. On n'est pas préparé puisque la digitalisation aujourd'hui, on a quelques mots, quelques spots, mais rien de mettable sur le marché à l'heure actuelle. Donc c'est une vraie piste. Alors, je ne sais pas si Amaury en avait parlé la dernière fois, mais la partie Executive Education est une piste. On n'avait pas parlé de ça, non. Pas parlé, mais voilà, ça fait partie des réflexions. Ça demande, c'est autre chose. Et vraiment, quand je dis c'est autre chose, c'est pas si facile de récupérer des cours et de les rendre pour des adultes. Ensuite, c'est savoir qu'est-ce qu'on met comme module de formation, parce que ça peut être vaste. Finalement, et en quoi on peut être leader ou en quoi on peut être novateur. Il y a aussi l'effet, il faut se dire les choses, on est entre nous, il y a aussi l'effet marque, c'est-à-dire quand je suis diplômé de l'ICEN, je vais prendre ça, bah finalement si je dois faire un exec, je préfère la faire chez HEC ou chez Polytechnique ou Supaéro ou Centrale Paris, parce que finalement, sur LinkedIn, ça sera peut-être plus visible, parce qu'il y a un effet aussi d'attraction, de valorisation du profil et du parcours. Donc ça, il ne faut pas non plus fermer les yeux là-dessus. C'est aussi un élément extrêmement important. Donc c'est important de prendre finalement la parole, et dans les réflexions que l'on a, de prendre la parole sur des sujets où vraiment on a un élément différenciant, c'est-à-dire on ne fait pas un copier-coller de ce qui est fait ailleurs. Pas ce qui est fait par les écoles de commerce, EDEC, HEC et autres, parce que c'est plutôt très bien fait, donc on n'aura pas d'éléments de différenciation. On a quelques pistes autour de l'IA, du data management et versus manipulation de données, qui est quand même autre chose que de l'analyse de données. Donc ça, c'est le premier point sur les villes en transition, sur ces sujets-là un peu sympas. Voilà, sur le management de projet, on hésite parce que le management de projet, ça existe. C'est un très très gros standard et on ne sera pas forcément à valeur ajoutée sur le sujet. Donc il faut vraiment qu'on… Donc c'est un sujet, il est dans le pipe, il est en réflexion. Je pense qu'à d'ici 12 mois, on aura des choses qui sont un peu significatives, mais on est obligé de passer par cette Netflication des scénarisations de ce qu'on a. Et pour finir, je crois qu'Éric avait une question aussi. Oui, en complément de la question de Marie, c'est comment se présentent les stages et surtout les alternances pour la rentrée prochaine. Moi, j'ai compris que la réponse était plutôt liée au passé ou à l'actuel, mais voilà, j'ai l'impression que trouver une alternance pour la prochaine rentrée, c'est quasiment impossible. Alors, là, il y a deux choses. C'est-à-dire, j'aurai un point d'évaluation, puisqu'on vient de terminer, grosso modo, sur les 3 écoles, le recrutement des apprentis. Ça veut dire que là, depuis 3 semaines, un mois, on rentre dans la séquence de recherche, soit de contrats pro, pour les contrats de professionnalisation, soit de contrats d'apprentissage. À aujourd'hui, on n'a pas d'alerte particulière. Je dis bien à aujourd'hui, on n'a pas d'alerte particulière. J'aurai un topo dans 15 jours, une dizaine de jours à peu près, sur secteur par secteur, que ce soit énergie électrique, BTP, sur l'ICEN ou l'ISA, sur le paysage, j'aurai quelques éléments plus précis. Le ministère, il y a plusieurs propositions de la CDFI. On est en attente de décision gouvernementale pour accompagner l'apprentissage, peut-être avec une charge à zéro pour les apprentis, voire de la bonification,
payer les apprentis pendant jusqu'au mois de décembre, le temps de leur recherche. Voilà, il y a un certain nombre de modalités qui sont en réflexion au niveau gouvernemental et on attend le retour là-dessus pour faciliter. Donc, je pense qu'il y aura un accompagnement assez massif à coût de centaines de millions ou de milliards pour faire en sorte que ça soit un coût inodore, incolore pour les entreprises. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas de. Pour ça, je parlais aussi de difficile d'avancer, puisque vous voyez, c'est des éléments qu'on voudrait bien avoir, même les apprentis d'ailleurs, en tout cas ceux qui sont en recherche d'apprentissage. Et c'est des éléments qui restent aussi en suspension. Les questions sont nombreuses. Mais j'ai vu un certain nombre de propositions là-dessus. Qu'on se comprenne bien, vous pensez pas avoir trop de difficultés, enfin, que ça ne va pas remettre en cause l'année de cursus ou le cursus, mais actuellement, je pense que les étudiants ont du mal à trouver leur année d'alternance pour ceux qui sont concernés. Alors, ça dépend. Si je prends un autre exemple, il y a des contrats pro, finance, à l'ISA. Il y en a 45 chaque année. Ils sont déjà une quarantaine de signés. Vous voyez? Donc, c'est pas sur un certain nombre de secteurs, il n'y a pas de point d'alerte. Donc, on en saura un peu plus puisqu'on fait des points réguliers, vous savez, avec eux sur leur recherche. Et le prochain point d'étape, c'est d'ici une dizaine de jours. Et dans 10 jours, je pourrai vous donner les paramètres. Les paramètres ne sont pas que cela, puisque vous savez qu'on est en phase de recrutement, Parcoursup. Et ça peut être aussi l'incidence des étudiants, du nombre d'étudiants rentrant dans nos structures. Ensuite, c'est les étudiants internationaux aussi, puisque vous savez qu'on en a quand même aussi beaucoup. Donc, vous voyez, les paramètres je veux dire, de business, entre guillemets, en tout cas l'influence sur le chiffre d'affaires de l'école sont aussi multiples là-dessus. On n'est pas à l'abri non plus, comme toute autre industrie ou unité de service, on n'est pas à l'abri aussi de fluctuations. Donc, pour l'instant, sur le recrutement, il n'y a pas d'alerte rouge. C'est mou, mais pas moins mou pour l'instant que l'année dernière. Sur les internationaux, on sait qu'on probablement, et là on attend aussi les décisions, on n'en verra pas avant le mois de janvier. Donc là aussi, ça fait peut-être certains ne voudront pas venir du tout. Et pour ce qui est des contrats pro et de l'apprentissage, on aura un point d'étape et peut-être avec un accompagnement assez fort qui permettra finalement de pas chuter sur l'apprentissage. En tout cas, en termes de candidature sur les apprentis, on n'a pas de baisse de candidature, de gens qui renoncent en disant ça doit être possible, etc. Le chiffre de cherchants est toujours le même. Donc, je ne peux pas vous dire c'est moins 10, moins 20, moins 30 par rapport à la dernière, à date. Mais peut-être que dans 15 jours, je vous dirai c'est moins 50. Bah, merci. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Maxime, tu n'as pas parlé, je ne sais pas, bon, n'importe. C'est une dernière question pour conclure avant de partir. C'est clair pour tout le monde. Merci, pas de questions pour moi. Ok, parfait. Bah, Christophe, c'est bon aussi? Ouais, c'est bon. Ok. Sur Parcoursup, tu n'as pas d'indication pour l'instant? Si, j'en ai. Si tu payes un coup, je te le dis. Je vais le boire à ta santé. Il a tout préparé. Je vais le boire, le coup. Non, pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est, je vais vous donner les chiffres de tête, puisque c'est des choses qu'on regarde tous les jours. Sur prépa HEI, on a 27 ou 28% de taux de remplissage, avec des oui mais à peu près à 300. Donc, je rappelle, le taux de remplissage, c'est à peu près 400. On en a 130 qui ont dit oui, 331 en liste d'attente à ce matin. Un peu plus de 700, 600, 700, 800 en liste d'attente encore derrière. Voilà, sans la procédure complémentaire. Sur l'ISA, on est à 100, donc l'ISA première année, 168 places. Ils étaient ce matin 126 recrutés. Alors pourquoi ils sont beaucoup plus hauts que les autres? Parce que l'ISA, il n'y a pas de concours censé faire, c'est recul, il y a 4 écoles et il y a 1300 candidats pour 800 places. Donc naturellement, il y a un jeu plutôt facile, j'ai envie de dire, là-dessus. Sur le CAS prépa international, on est une vingtaine d'étudiants pour un objectif à 100, avec de la réserve pour le coup. L'ICN sur le SI en milieu, les prépas en propre,
c'est plutôt correct. On est quasiment à 50% de l'objectif, encore avec du stock. Sur la classe prépa, donc l'équivalent de la salle, hein, mais sur Ozanam pour l'ICEN, on est à peu près à 25% de remplissage. C'est un peu mou, donc j'ai un point orange là-dessus. Et le point rouge pour moi aujourd'hui, c'est Adimaker. La formation Adimaker qui est au rouge, puisqu'on est, je crois, à 2 fois moins de résultats. On doit être à 17 ou 18 versus 35 l'année dernière, largement de ça. Voilà. On a un objectif total de recrutement en première année, là je vous le donne de tête aussi, qui est de 1024 étudiants, Maroc compris, versus 880 l'année dernière, 870. Une idée de ce qui se passe avec Adimaker? J'ai un avis. Voilà. Le saura-t-on? Non, c'est pas ça. C'est qu'Adimaker, c'est clairement, la promesse client, c'est venez comme vous êtes. C'est une pédagogie inversée, etc. Et on a fait une erreur, je pense, c'est de mettre Adimaker dans un concours puissance alpha, qui est un concours très standard et très basique. Adimaker, c'est je ne suis pas câblé voilà, comme une classe de prépa, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'appréhender. Ouais, c'est un apprentissage un peu divergent. Ouais. Voilà, et donc ça, au milieu de tout, il est normal qu'il y ait des étudiants qui aient 15 ou 16 de moyenne en maths et en physique et pas forcément envie de faire Adimaker. Parce que justement, on ne s'adresse pas à la bonne population là-dessus. Et donc peut-être que ça va se rehausser, mais ça va se rehausser avec du bas de tableau. Le problème, c'est qu'à force de monter la barre, à un moment donné, le bas de tableau, il se vide, donc on en a moins. Donc voilà, là-dessus, il va falloir qu'on sorte Adimaker de toute façon de puissance alpha l'année prochaine et qu'on le mette simplement sur Parcoursup comme toutes les autres formations avec un entretien ou quelque chose comme ça qui pourra peut-être mieux appréhender les candidats et mieux les accompagner aussi dans ce choix d'Adimaker qui est une pédagogie inversée finalement, une bousculée. Ok. Correspond peut-être mieux d'ailleurs, le type d'entrée correspond mieux au type de profil que tu souhaites recruter dans cette formation finalement. Bien sûr. Un concours un peu normé, plutôt quelque chose sur entretien où tu as des profils un peu atypiques. Voilà, et c'est ce qu'on cherche finalement, parce que cette formation, elle est adaptée aussi à des profils atypiques qui sont peut-être en recul sur les sciences, mais qui, d'une manière différente, arriveront à acquérir les compétences en passant par la pratique d'abord, en manipulant. En créativité. Voilà, créativité, avant d'arriver à une théorisation et la mise en théorème des résultats. Donc c'est quelque chose de différent. Et finalement, on les fait passer dans le même chemin. Le même entonnoir. Ouais. Toujours sur Adimaker, est-ce que là on finit la deuxième année à Lille, Adimaker, donc l'objectif après c'était qu'ils puissent pas continuer en apprentissage, donc est-ce que cette idée initiale, bon, ils n'étaient pas très nombreux la première année, mais est-ce que ça va vers ça ou pas? Est-ce que c'est ça qui est intéressant aussi, de se dire finalement ce parcours, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ouais, alors on n'a pas encore fait, je vous ferai un petit topo d'ailleurs, peut-être une fois, 2 fois. Je vous ferai un petit topo là-dessus, puisque là les jurys on rentre dans la phase de jury, donc on en saura un peu plus. Donc je vous dirai un peu la tendance. Il n'y a pas d'alerte, ils ont été bichonnés, la première promo, ils étaient 10. Ouais, non, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire derrière, et effectivement, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller vers l'apprentissage, comme on se l'était dit ou... Pas forcément. Pas forcément, voilà. C'est aussi la surprise. Mais ils ont eu aussi une promotion particulière. À Adimaker, l'année dernière, on a fait une belle performance. Et finalement, le problématique que l'on a eu, c'est qu'on a mis 60 étudiants dans une classe. Et 60 pour faire Adimaker, c'est pas bon. C'est absolument pas bon. Et donc, on sait qu'on doit faire des Adimaker, on doit faire des paquets de 25 et pas plus. Donc ça aussi, on apprend. On a voulu faire finalement de l'Adimaker une classe prépa assez classique et ça ne fonctionne pas. Donc on a eu quand même beaucoup de casses et un effet déceptif. Moi, j'ai dû recevoir pas mal de parents durant l'année sur Adimaker. Okay. Non, après, c'est du prototype, mais effectivement, il y a un peu d'investissement quand même. Il faut faire le Rex. Ok. L'international, tu dis une vingtaine, donc ça prend... voilà. Classe prépa internationale. Ensuite, sur les étudiants internationaux, je n'ai pas encore de topo d'arrivée. Classe prépa internationale qui est un bachelor 3 ans avec Coventry, ou je ne sais plus qui. Oui. Donc 2 ans à Lille, chez nous, en langue anglaise, 100% en langue anglaise. La 3e année en Angleterre pour un Bachelor of Sciences
chez Coventry, puis soit une continuation en Angleterre, soit un retour chez HEI ou à l'ICEN pour la 4e et la 5e année. Voilà, si vous avez d'autres questions, même plus larges, hein, allez-y. Non. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure du coup. Je tenais à vous remercier tous pour votre participation. Merci beaucoup Thierry pour du coup l'animation et pour le temps que tu nous as accordé. Et juste un petit point sur du coup notre agenda, l'agenda d'HEI Alumni. On l'alimente tout le temps, même si on est encore un peu en télétravail, et on vous propose beaucoup d'événements en ligne. Il y a beaucoup de webinaires carrière. On en a relancé sur l'entrepreneuriat. Donc, cette semaine, c'est demain, il y a un webinaire sur Suis-je fait pour l'entrepreneuriat. Il y a pas mal d'événements carrière comme ça en ligne. On essaye de faire aussi beaucoup d'événements conviviaux comme celui-ci ce soir, comme tous les mercredis. Le mercredi midi, il y a toujours les jeux at home. J'ai encore perdu. Moi, je participe plus, ça m'évite de perdre. Comme ça, au moins, c'est Christophe qui perd. Donc, comme ça, vous pourrez affronter Christophe au jeu le midi. Je suis déçue, j'ai raté l'épisode de ce midi. C'est très sympa. Moi, j'avais jamais fait, mais une fois qu'on s'y met, c'est assez prenant. Ça doit être assez addictif. Ouais, je suis déçue pour ce midi. Une fois qu'on a compris le jeu, en fait, il s'arrête. C'est jamais le même, donc on ne comprend jamais. Et bon, en tout cas, c'est Christophe. Non, mais il y a des gamers qui jouent, c'est vrai que c'est sympa. C'est tous les mercredis midi avec Marie, et elle vous propose toutes les semaines des jeux différents, donc n'hésitez pas à regarder sur le site. Et là aussi, on a relancé, donc on va faire un mardi H virtuel. Donc les mardis H, c'est les rencontres à Lille. Donc c'est mardi 2 juin. Et on va aussi lancer des événements virtuels à l'international pour tous nos diplômés qui sont dans les autres pays. Donc le premier, c'est le 3 juin, si je ne me trompe pas, aux Émirats arabes et Qatar. Non, le 4 juin, c'est le jeudi. Et le 11, on fera le Maroc. Donc, voilà. Et après, on va faire sur plusieurs mois les différents pays où se sont expatriés nos diplômés. Il faut inscrire Thierry déjà pour le Maroc, au moins, voir les autres. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'ai vécu, donc moi, quand il y aura l'Ukraine, la Russie, la Pologne, la Géorgie, le Kurdistan irakien, etc., je suis preneur. On a noté dans l'ordre. Hein, Manon, t'as noté. Oui, mais s'il n'y a pas de diplômé là-bas, on va faire des animations, il débrouille avec le réseau. Parce que s'il fait l'animation tout seul, il ne doit pas être très intéressant. Nous, En tout cas, je note que le chien de Thierry vient toujours religieusement vers 19h30, 19h40. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'il en a marre de pas jouer. Il a son petit panier, parce qu'il est jeune, il a 6 mois, donc il a son petit panier à côté. Et en fin de journée, il en a marre de me voir devant l'écran, donc il vient me harceler. Enfin, il fait ses dents. Alors il me mord, voilà. Je croyais qu'il avait fait du tapis course derrière. Je m'en suis pas beaucoup servi. C'est pour l'image, quoi. Voilà, ça fait dynamique. J'ai tiré 3 fois. Faut pas le dire, ça. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci Thierry. Merci beaucoup. Bravo. Merci bien. Prenez soin de vous. Et merci à tous pour votre participation. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Apéro. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Au revoir à tous.